Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui donc on va continuer la partie du modificateur tissu, à savoir donc les autres paramètres en fait qu'on n'a pas vu ensemble. Donc jusqu'à présent on a pu voir donc comment régler un peu la qualité donc de notre simulation, que donc la simulation était dépendante donc, du nombre de vertex qu'on avait par rapport à notre modificateur tissu, qui pouvait interagir donc avec une collision, d'accord, et que du coup voilà donc en changeant quelques paramètres en fait on pouvait augmenter donc la masse, la viscosité de l'air, donc la densité de l'air, l'amortissement, etc. Donc la raideur de notre tissu. Aujourd'hui, donc, on va regarder donc, les autres paramètres. Et ces paramètres-là, en fait, vous allez voir qu'ils sont également très intéressants, puisque là, on va aborder donc d'autres façons de simuler, en fait, hein, d'autres façons de travailler avec le modificateur tissu. Donc, on se retrouve tout de suite sur Blender. Voilà, donc nous voici sur Blender, donc du coup on récupère donc exactement la même scène qu'on avait auparavant. Donc je passe juste ici en mode rendu. Hop, donc là je vais mettre une petite vue comme ceci, d'accord. Donc ça c'est la simulation qu'on avait jusqu'à présent, d'accord. Donc deux modificateurs quasiment identiques, hein, puisqu'ils ont les mêmes propriétés. Et du coup la simulation qui se joue de la même façon des deux côtés, d'accord. Donc du coup nous la partie qu'on a abordée donc c'était celle-ci, hein, donc la partie donc ici des quality steps, d'accord, donc les étapes de qualité. Donc la vitesse en fait, hein, donc la multiplication de vitesse, donc là quand on est à 1, ça va jouer donc la vitesse normale, la vitesse basique en fait de la simulation, puis si on l'augmente ou on la baisse, on pourra donc jouer avec les étapes de qualité. Ensuite donc on a ici donc la masse et la densité de l'air, d'accord, donc ça c'est tous les paramètres qu'on a vus. Donc du coup on va minimiser donc ces paramètres là ici, hop, voilà donc les propriétés physiques, et maintenant on va aborder donc les autres parties du modificateur, à savoir donc le cache, la forme, les collisions, le poids de propriété et le poids de champ. D'accord. Donc du coup, on va commencer par le cache. Donc qu'est-ce que le cache? Le cache, c'est quelque chose que je n'ai jamais parlé dans Blender, à part qu'on a fait la simulation des fluides, que vous pouvez retrouver donc juste ici dans la vidéo. Donc le cache, en fait, permet donc de précalculer l'animation, d'accord, donc l'animation dans son intégralité, ou sinon avec des frames bien déterminées. Supposons que je vais faire un cache de la frame 1 à la frame 125, puisque du coup, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Du coup, je peux précalculer l'animation donc de 1 à 125, vous voyez, donc là ça a été calculé. Mon animation fait 1,3 mégas, d'accord. Et du coup, quand je vais la jouer avec Alt A, vous voyez, elle est déjà précalculée, d'accord. Donc elle va se lancer en temps réel. Voilà, et du coup, elle va s'arrêter à 125. La simulation continue, mais en tout cas, mon précalcul va jusqu'à 125. Ensuite, donc ici, delete bake, c'est pour donc, effacer le précalcul, d'accord. Donc le bake, c'est le précalcul. Voilà, donc des fois c'est traduit, des fois non. Mais voilà, donc le bake, quand on parle de bake, c'est précalculer quelque chose. Donc ça aussi, on va l'aborder pour les textures et pour d'autres choses par la suite. Ensuite, donc ici, donc le cache courant à précalculer, d'accord. Donc le cache courant, c'est donc déjà ce qu'on a joué, d'accord. Donc l'animation qu'on a déjà nous précalculée, d'accord. Donc voilà, par exemple, vous voyez, ça va jusqu'à la frame 125. Si je dépasse cette limite, le précalcul va se faire quand même, puisque moi j'ai lancé mon animation de mon côté, d'accord, jusqu'à la fin, vous voyez. Et là, quand je vais essayer, donc du coup, pour la jouer, vous voyez, que là, donc du coup, l'animation se joue dans son entièreté, en fait, parce qu'elle est déjà précalculée par mon PC. Donc le bake, en fait, donc le précalcul, ça sert à ça, sert à précalculer l'animation avant que vous puissiez la lancer, et du coup, pour après la lancer en temps réel, d'accord. Ensuite, donc ici, on a ici donc delete bakes, là, précalculer donc toutes les dynamiques, donc si on a beaucoup d'acteurs qui influencent l'un avec l'autre, par exemple des forces, du vent, des forces dynamiques, etc. Il faudra précalculer donc toutes les dynamiques pour calculer en fait toutes les collisions, toutes les interactions avec mon tissu, et du coup avoir une simulation vraiment parfaite. D'accord. Voilà, donc ici on réduit donc le nombre de frames, donc là on va remettre 250 comme c'était au départ, et c'est à peu près tout. Ensuite, donc la mettre à jour jusqu'à la frame, en fait, donc c'est-à-dire que nous on va précalculer par exemple jusqu'à la frame 90, d'accord, et du coup on va remettre à jour donc la frame au complet, d'accord, pour que l'animation se joue jusqu'à la fin, ok. Ça c'est pour le cache, d'accord, donc le bake, rappelez-vous, un bake c'est précalcul de quelque chose. Voilà, donc du coup, maintenant on passe donc au paramètre forme. Donc la forme, c'est un paramètre très important puisqu'en fait ça permet donc de faire des simulations de manière complètement différente en fait avec donc des groupes de vertex qu'on va assigner, vous allez voir, et du coup qui permettent donc de faire des simulations complètement différentes. Donc supposons que par exemple on veut faire une animation de tissu, donc par exemple un vêtement, voilà, donc un vêtement que je vais donc appliquer sur mon personnage. Du coup je crée donc la forme du t-shirt, donc la face avant, la face arrière, et du coup je vais créer donc par exemple les coutures qu'il y a donc entre les deux parties, donc la partie face et la partie arrière, et du coup mon logiciel lui va être en mesure de calculer automatiquement les compressions de points, donc les compressions d'arêtes,
entre les deux faces, entre les deux parties, donc la partie avant, partie arrière, hein, donc j'essaie de faire au plus simple, et du coup, le logiciel va lui calculer en fait donc la façon de la comprimer autour de mon objet, donc autour de ma collision, pour faire quelque chose de parfait. Donc là, on va faire un exemple, ça sera beaucoup plus parlant que de simples mots. Donc du coup, on va recréer une scène toute basique à côté. Donc là, je vais faire un cube, on va le déplacer donc GY donc sur 30, voilà, on va l'éloigner un petit peu. Donc là, je vais me recentrer à ce niveau-là. Là, pareil, hein, au niveau de ma simulation, hop, on va juste se rapprocher un petit peu, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon cube, d'accord? Mon cube, je vais lui donner donc une texture, pareil, donc on va mettre quelque chose de rouge, hein, pour donc symboliser la collision, et le bleu, c'est mon tissu, ok? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer donc un plan à ce niveau-là, d'accord? Donc du coup, on sélectionne mon cube, je vais aimanter ma sélection, donc ici, aimanter mon curseur vers la sélection, d'accord? Donc là, mon curseur est ici. Je vais désélectionner mon cube, d'accord? Donc A, Select, Alt, Toggle. Et ensuite, donc, je vais faire un Shift A, Mesh et un plan, d'accord? Donc ce plan-là, je vais le scale par 1,5, d'accord? Donc là, c'est-à-dire que mon plan actuellement fait 2 mètres par 2, mon cube fait 2 mètres par 2, donc là, je l'ai augmenté donc de 1,5, donc c'est-à-dire de quasiment à peu près moitié de son diamètre, en fait. Donc c'est-à-dire que là, normalement, je suis à 3. Au niveau des dimensions, on va vérifier, hop, c'est ça, vous voyez? Donc je suis à 3 mètres et à 3 mètres. Du coup, je vais donc le tourner vers l'axe des Y, donc RY, donc rotate Y. On tape une valeur de 90 pour le tourner donc dans l'axe Y à 90 degrés, et je le déplace légèrement sur l'axe des X, donc GX, jusqu'à ce point-là, d'accord? Donc pour qu'il soit en face de mon cube, d'accord? Ensuite, donc ce plan-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dupliquer, Shift D, GX, on va le placer derrière mon cube, d'accord? Et donc là, ce que j'essaye donc de simuler, entre guillemets, donc c'est, par exemple, là, c'est le corps de mon personnage, donc son buste, et là, c'est la partie avant du t-shirt et la partie arrière, d'accord? Maintenant, je veux que mon logiciel calcule justement donc les points d'interaction entre les deux pour que du coup il se comprime sur lui-même et du coup qu'il épouse en fait ma forme de cube, en fait, tout simplement, qu'il épouse ma collision et que du coup il se referme sur lui-même, d'accord? Donc comme en fait une couture, quand vous allez coudre quelque chose, vous allez tirer sur le fil, du coup ça va rapprocher les deux tissus. Là c'est pareil, ok? Donc pour faire ça, on va sélectionner donc ma face avant, d'accord? Donc ma première partie, la face arrière, donc avec Shift, hein, Shift clic droit, d'accord? Donc sur les deux éléments. Et là on appuie sur CTRL J, donc CTRL Join. Join, c'est pour joindre, d'accord, mes deux objets, CTRL J. Donc maintenant, c'est-à-dire que quand je vais passer en mode édition, ça va m'afficher donc les deux éléments en fait en mode édition, vous voyez? Donc j'ai pas une face, enfin un plan et un plan, j'ai deux plans qui font partie du même mesh. Vous voyez ici, plan 0,3, c'est le même mesh, hein, d'accord? Donc là, si je le déplace, mes deux objets sont ici. Si j'en sélectionne qu'un seul, vous voyez que je peux sélectionner uniquement que les deux en fait, hein. Les deux sont liés, d'accord? Donc CTRL J, c'est pour joindre deux éléments. Voilà, donc maintenant que j'ai mes deux plans qui sont joints, on va appuyer sur Tab donc pour passer en mode édition, et du coup on va appuyer sur A pour tout désélectionner, d'accord? Donc on enlève toute la sélection. On va appuyer sur A, Select All Toggle, ok, pour tout sélectionner encore une fois, et là on va appuyer sur W pour subdiviser donc 4 fois. Donc subdiviser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, d'accord? Donc là on a créé donc une plus grosse densité de vertex, pourquoi? Pour que mon tissu ait une plus grande flexibilité au niveau de ma collision, donc de mon cube, et du coup qu'il puisse donc épouser les formes parfaitement de mon cube, d'accord? Très important. Maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer justement donc les fils de couture, d'accord? Donc les fils justement qui vont nous servir à coudre notre tissu. Donc pour ce faire, c'est très simple, en fait il faut sélectionner donc les vertex qu'on veut lier entre eux. Donc je m'explique, si par exemple on sélectionne donc toute la ligne comme ça, hop, voilà, et du coup je me dis, bah voilà, je veux créer des fils entre ces deux faces-là, j'ai juste appuyé sur F. Faux, puisque là je n'ai pas donc de ligne de couture, j'ai qu'une seule ligne de couture, c'est où? C'est là, puisque j'ai une arête, d'accord? Donc mes lignes de couture sont des arêtes, d'accord? Donc c'est la liaison entre deux vertex. Donc ça, cette méthode-là n'est pas bonne. Il faut les sélectionner donc un par un, et appuyer sur F, un par un, d'accord? Donc là, je fais cette partie-là, et après vous faites la partie droite, d'accord? Donc c'est exactement la même chose. On appuie donc sur le vertex de droite, on laisse appuyer sur Shift, on sélectionne celui de gauche, et on appuie sur F pour les lier, d'accord? Pour les fermer. Là, pareil, hop. Voilà, comme ceci. Ah, donc cette étape est un peu longue, mais en fait, vous allez voir que le résultat est vraiment cool à la fin. Hop, hop. Là, pareil. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, donc très bien faire attention au vertex que vous sélectionnez, parce que des fois, on n'a pas trop la notion de ce qu'on prend. Hop.
Donc bien vérifier la sélection qu'on fait pour pas faire d'erreur comme je viens de faire, vous voyez, voilà. Donc là je viens de faire une erreur. Hop. Voilà, donc du coup vous suivez donc, hein, la ligne. Et du coup on va créer donc un point de couture sur tous ces vertex là, d'accord? Hop, hop. Et hop, d'accord? Donc maintenant vous faites exactement la même chose de l'autre côté, d'accord? Pour créer, pareil, donc des fils de couture, d'accord? Donc des arêtes de couture entre, voilà, c'est à peu près ça, hein, pour justement, après appliquer notre simulation, hein, d'accord? Donc moi je vais le faire de mon côté, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc maintenant que vous avez fini donc, de tout lier, d'accord? Donc tous mes points sont liés entre eux par des arêtes, d'accord? Donc comme si c'était des fils au final. Ok, on va pouvoir donc maintenant appliquer la simulation et voir comment ça fonctionne. Donc d'abord, avant de faire ça, il faut que je dise donc à ma simulation que ça, donc ces plans-là sont du tissu, d'accord? Donc je vais ici donc, dans le panneau modificateur, ajouter modificateur, tissu, d'accord? Donc je vais déterminer que ce plan-là, enfin cet objet, donc mes deux plans avec mes arêtes au milieu, c'est mon modificateur tissu. Le cube au centre va être ma collision, encore une fois, d'accord? Donc ça va être le corps, le buste de mon personnage, par exemple. Ensuite, on va attribuer donc des couleurs bien distinctes aux deux. Donc là, mon cube, lui, va être donc en rouge. Ouais, pardon, là, c'est pas le cube. Donc mon tissu va être en bleu, pardon. Et mon cube va être en rouge. Voilà, donc là, c'est déjà le cas. Ok? Donc ma collision en rouge, mon tissu en bleu. Là, si on regarde au niveau du rendu, bien sûr qu'on ne voit pas les arêtes, d'accord? Bien sûr qu'on ne voit pas les fils, puisque les fils sont des arêtes. Donc c'est pas un élément qui est visible pour de la 3D. La seule chose qui est visible, en fait, c'est les faces, d'accord? Donc ce qui va calculer en fait des normales pour appliquer donc soit une texture, soit une lumière, soit un matériau, etc. D'accord? Mais une arête, on ne peut pas appliquer de matériau dessus, ni un vertex. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on là, ici, on va déterminer au niveau de la simulation, qu'est-ce que je veux faire, d'accord? Donc pour l'instant, Blender sait que ça, c'est un tissu. Donc si j'appuie sur Alt A, il va être soumis à la gravité, comme les autres, hein, d'accord? Si on s'éloigne un petit peu, on voit que donc, les simulations se jouent en même temps. Ok? Donc mon modificateur de tissu est soumis à la gravité, mais du coup, on ne sait pas ce que j'attends de ça en fait. Là, j'ai juste un plan, enfin deux plans avec des arêtes au milieu, mais Blender ne sait pas du tout quoi faire avec. Donc ici, si on passe sur l'onglet des forces, d'accord, donc ici, hein, donc des physiques, voilà, on va retrouver ici donc l'onglet forme que je vous parlais tout à l'heure. Et ici, on a un objet, en fait, un paramètre qui s'appelle sewing. Donc sewing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être coudre. Donc effectuer une action de couture. Donc lui, Blender, ce qu'il va calculer, c'est-à-dire que, ok, tu veux que je simule une couture sur cet objet, donc ce modificateur tissu. Donc Blender, lui, comment il va calculer ça? Il va se dire, ok, mon tissu, normalement, est soumis à la gravité, donc là, il ne le sera pas si j'active cette option, d'accord? Donc il ne va pas tomber, ok? Mais par contre, il va se comprimer sur ses arêtes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va calculer la distance des normales que ma face a ici, la distance des normales que ma face a là, la différence de distance entre les deux, d'accord? Et du coup, vu qu'il est lié par des arêtes, il va comprimer ces arêtes jusqu'à que les deux faces puissent se rejoindre. Vu qu'ils vont rencontrer mon carré, mon cube, hein, au milieu, ça va faire une collision, donc du coup, ils vont adopter la forme de mon cube. D'accord? Donc là, c'est pas parlant comme ça, mais vous allez voir. Donc là, maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est où sont mes normales. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est une normale déjà? C'est l'orientation de la face par rapport au monde. D'accord? Donc supposons que les normales sont inversées, que ma normale, donc au lieu d'être, par exemple, voilà, si ma normale ne me fait pas face, d'accord, donc par exemple ce plan-là, il ne me fait pas face, donc la normale ne me fait pas face, ma texture va être inversée et du coup elle ne sera pas bonne, d'accord? Le calcul des normales c'est très important, il faut qu'il soit toujours face à vous, face à la chose que vous voulez voir. Supposons qu'on crée un toit, si je crée un plan, ma normale normalement va être au-dessus, d'accord? Là je vous donne un exemple un tout bête. Là, je vais créer un plan à côté. Hop, alors je désélectionne tout. Mesh, plan. Voilà, que je vais scale à 50, on s'en fout. Hop, c'est juste pour le test. Voilà, donc là, où est ma normale? Ma normale, bah, elle fait face au-dessus. Alors que si je crée un toit, que du coup je le place comme ça, vous voyez que là, ma partie est plus sombre. Pourquoi? Parce que ma normale ici, elle n'est pas là. Elle est inversée. Ma normale, elle est au-dessus. Donc pour voir les normales, il y a un petit paramètre qui est vraiment sympa, c'est ici, hein, donc à ce niveau-là. Vous cliquez sur la petite bulle de overlay, d'accord? Donc overlay, c'est les couches que vous allez appliquer à votre viewport pour voir certaines choses ou pas. Et ici, on a orientation de face, vous voyez? Donc là, ça permet de déterminer où est la normale. Donc tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire que la normale fait face à la caméra, d'accord? Donc du coup, elle sera perçue par notre acteur, et du coup, on pourra lui appliquer une texture qui sera visible pour nous.
Si en revanche la normale est inversée, hop, elle sera rouge, vous voyez. Donc là par exemple mes deux normales ici sont rouges, d'accord, au niveau donc, de mon tissu, c'est-à-dire que les parties intérieures de mon tissu n'ont pas de normale, d'accord. Donc pour corriger ça, il faudra appliquer quoi? Il faudra appliquer un modificateur de solidification, solidifier, pour que mes deux faces soient bleues, d'accord. Il faut donner deux surfaces à mon tissu pour que les deux parties soient bleues. Ok, donc bon, ça j'annule, hein, c'est juste un exemple. Alors que là, voilà, si par exemple en revanche je me dis, bah voilà, ça c'est un toit, par-dessus j'aurais par exemple, je sais pas, des tuiles, etc. Donc du coup, j'ai pas besoin que ma normale soit visible ici, je m'en fous. Hein. Donc du coup, je peux l'inverser, d'accord. Donc je peux inverser la normale, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit en dessus, elle peut être en dessous. Pour ce faire, il faut passer en mode édition, d'accord. Donc tab, et là vous appuyez donc sur A pour sélectionner donc la face en entier, et vous appuyez sur CTRL-N. CTRL-N qui normalement va recalculer les normales. Vous voyez, vous avez ici un petit paramètre qui est apparu. Maintenant, on sélectionne intérieur, et voilà, ça inverse ma normale. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais visiter donc, la maison que j'ai créée, par exemple, voilà, je me balade ici, donc là c'est le toit, quand je vais le regarder, je vais voir parfaitement ma texture. Alors que si c'est à l'inverse, si c'est comme ça, bah, là j'aurai même pas de texture, ce sera invisible en fait. D'accord? Ça sera invisible. Sur Unreal, par exemple, les normales, quand elles sont inversées, c'est invisible, où il y a des bugs de texture. Bah là, c'est pareil. Ok? Donc les normales, très important. Donc là, j'inverse ma normale, donc du coup, c'est-à-dire qu'elle me fait face, donc du coup, c'est bon, elle est correcte. Ok? Maintenant, on prend l'exemple qu'on vient de créer, donc là, avec ce petit modificateur tissu ici. Donc là, est-ce que j'ai des erreurs? Oui. Pourquoi? Parce que voilà, donc sur un t-shirt, j'ai la face, donc ici, avec mes normales qui font face à vous, d'accord? Donc vous les voyez. Et si vous mettez derrière moi, vous allez voir, donc pareil, mes normales à l'arrière. Alors que là, en revanche, ma normale, elle est où? Elle est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si mon dos était inversé, donc que enfin, c'est un exemple un peu con, mais que mon t-shirt était retourné à l'envers, et que du coup, là, vous aviez la mauvaise phase de texture. Bah là, c'est pareil. Vous voyez, si là, je pivote, ma face rouge, vous voyez, ici, à l'arrière, elle est face à nous, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on va voir. Alors que nous, ce qu'on veut voir, c'est ça, la partie intérieure. Et nous, en fait, on va recalculer donc la normale de ce plan-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, on va tout désélectionner. On va prendre uniquement cette face-là, d'accord? Voilà. Et du coup, on va la recalculer en appuyant sur CTRL-N et en la mettant en intérieur. D'accord? Donc la notion d'intérieur-extérieur, vous ne fiez pas, c'est vraiment juste inverser la normale. Parce que intérieur, vous voyez, intérieur, non, ça veut dire qu'elle est dedans et pas à l'extérieur. Alors que là, en l'occurrence, la normale était à l'extérieur. Ok, donc vous ne vous fiez pas par rapport à ce terme-là, pour moi il n'est pas bien traduit, c'est juste inverser la normale. Ok, donc soit elle est positive ou négative, voilà, je préfère ces termes-là. Donc positive, vous la voyez, donc elle est bleue, en rouge, elle est négative. Ok, voilà, donc là j'ai inversé mes normales. Donc c'est-à-dire que maintenant, mon t-shirt, entre guillemets, hein, donc ma simulation de tissu est parfaitement correcte. Puisque là j'ai ma face visible à l'avant de mon t-shirt, et là j'ai la partie visible à l'arrière de mon t-shirt. Okay, maintenant qu'on a déterminé ça, c'est-à-dire que Blender lui, comme je vous ai expliqué, on va calculer donc la distance entre ces normales-là et ces normales-là. Il va dire, ok, donc ces deux plans sont raccordés par des vertex, par des arêtes, ok, et du coup je vais les comprimer entre eux pour épouser la forme de mon cube. Donc là on va faire ça tout de suite, hop, et du coup voilà, donc là j'ai appliqué Sewing. Donc maintenant si on lance l'animation, voilà ce que ça fait, vous voyez. Donc en fait c'est-à-dire que ça va comprimer, ça se joue très très vite, hein. Vous voyez, ça a comprimé en fait mes deux arêtes, vous voyez, ça les a liées entre elles. Mais là c'est même pas l'espace d'une frame en fait, c'est-à-dire que donc mon fichier, enfin mon logiciel encore une fois, n'a pas le temps de calculer la simulation. Comme je vous l'ai montré au tout début en fait, hein. C'est par rapport à la qualité d'étape et du coup le temps que la simulation prend pour se faire. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, Blender n'a pas le temps de calculer qu'il y a un objet de collision entre eux deux, et du coup, bah, il ne sait pas comment interagir. D'accord? Voilà, donc du coup il se comprime, hop, mais après il retombe parce que voilà, il est tout comprimé, du coup il n'a même pas senti la collision. Donc là ce qu'on va faire c'est augmenter les étapes de qualité, augmenter le temps que ça prend pour jouer la simulation, et vous allez voir que ça va épouser parfaitement mon cube. Donc là je vais juste désactiver l'overlay du coup, hop, voilà, parce que ça me fait un peu défaut. On va passer en mode rendu comme ça, en mode shader, hop. Et du coup, donc là, ici on a donc max sewing force, donc ça on verra après, et shrinking factor, donc ça aussi pareil on verra après, d'accord? Donc là pour l'instant on va juste se baser pour dire, bah voilà, je veux que ma simulation se joue correctement, parce que là pour l'instant elle se joue sur une seule frame, donc elle va se comprimer sur une seule frame, vous voyez, mais elle détecte même pas ma collision en fait, ok? Donc ce qu'on va faire c'est ici augmenter, pour les steps on va passer à 80, d'accord? Donc c'est très très grand comme valeur, et ici au niveau donc de la vitesse on va mettre à 0.5, d'accord? Donc du coup,
où on divise le temps par 2, donc il faudra beaucoup plus de temps pour que la simulation se joue, et mon logiciel va faire 80 étapes avant de nous donner le résultat final. Okay, donc là, si on appuie sur Alt 1, voilà ce que ça fait. Okay, donc là, il a eu le temps d'assimiler les informations que je lui ai données. Il me dit, ok, donc là, j'ai eu le temps de calculer 80 fois qu'il y a une collision, donc je rentre bien en collision avec donc, mon cube, et du coup, je vais me tordre, je vais m'adapter autour. Vous voyez comme c'est simple, en fait, du coup, si vous avez un personnage et que vous voulez l'habiller, voilà, donc juste faire des vêtements, faire des pantalons, faire des trucs, vous modélisez donc un t-shirt de face, voilà, tout déplié, vous mettez des points de couture entre les deux, tac, vous le comprimez, comme je viens de faire, et il va s'adapter automatiquement à votre personnage. Votre personnage, vous le mettez en collision, bien sûr. Hein. Il va s'adapter automatiquement à votre personnage. Du coup, ce qui permet de créer des vêtements très très facilement. Donc là, par exemple, on va juste lisser l'objet, vous voyez, et du coup, ça donne des résultats vraiment cool, quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc, technique très 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 intéressante, en fait, hein, le sewing, donc la couture, du coup, qui permet donc de coudre deux objets, en fait, deux entités, par des vertex, et du coup, donc ça, voilà, Blender va calculer automatiquement comment les compresser, et s'il rencontre une collision avec des qualités d'étape beaucoup plus grandes, on pourra rentrer en collision avec mon objet, et du coup, l'épouser parfaitement, tout simplement, pour créer des vêtements, pour créer des choses vraiment, vraiment intéressantes. Ok, voilà, donc ça c'était pour la simulation de couture. Maintenant, on va passer donc, à l'autre paramètre que je n'ai pas abordé, qui était juste au-dessus. Donc là, on va recréer un plan tout simple. On va le scale à 5, voilà. Je vais appuyer sur Tab donc pour le subdiviser 1, 2, 3, 4 et 5 fois, d'accord. Et du coup, donc recréer un élément de tissu. Donc là, il sera bleu. Mon élément de tissu, maintenant, celui-ci, je vais lui appliquer donc, le modificateur tissu, bien sûr. Voilà, donc pour l'instant, il est soumis à la gravité de base. Je ne mets pas de collision, pourquoi? Parce que là, maintenant, on va travailler avec le pinning. Donc le pin, en fait, c'est d'attribuer un groupe de vertex à mon tissu, et du coup déterminer que ces groupes, enfin ce groupe-là, ou ces groupes, hein, après on verra par la suite, sont fixes, d'accord? Donc c'est des choses qui sont fixées. Donc je m'explique. Là, on va passer en mode édition. Ici, je vais sélectionner, par exemple, je me dis, bah voilà, donc cette forme-là, c'est un rideau, d'accord? Donc un rideau, il est constitué quand même, il est constitué donc, par un tissu, forcément, et ensuite, donc, il y a des espèces donc, de boucles qui vont être attachées donc, à mon rideau, et du coup, qui vont sélectionner quelques parties donc, de mon rideau pour les fixer, d'accord? Donc pour les maintenir statiques. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de reproduire, d'accord? Donc après, on fera un exercice vraiment pour ça, mais là, c'est vraiment pour vous montrer la méthode, pour après vous puissiez le faire tout seul. Donc là on va faire deux simulations pareilles avec deux plans différents. Donc on va faire Shift D, G, X, et du coup je vais le décaler donc de 20, voilà, sur la droite. Comme ça on a deux entités différentes. Donc là pareil je passe en mode rendu comme ceci. Hop, voilà, qu'on puisse voir un petit peu les deux. Ah, je vais passer comme ça. Hop, voilà, tac. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va donc simuler deux façons différentes en fait, d'appliquer le pin. Donc le pin, rappelez-vous, c'est pour fixer les vertex dans la simulation, et du coup de dire que eux ne sont pas affectés par la simulation, mais ils sont affectés, enfin, ils ne sont pas affectés par la gravité ni par la simulation. Donc je m'explique. Sur le solide de gauche, on va sélectionner, donc on décale de 1 au départ, hein, donc on va sélectionner un point sur 3, d'accord? Donc là, on va laisser 3 d'espace, voilà, 3 d'espace, 3, 3, 3, hop, 3, et là on va mettre à... on peut mettre à 3 aussi, voilà, comme ça. Ouais, on peut mettre comme ça, c'est pas très, très gênant. Quoique non, je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais le laisser comme ça. Ok. Donc là on part donc à 2, et du coup on décale de 3 à chaque fois. Ok. Donc on fait une sélection comme ça, en damier par 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que grâce à ces vertex que j'ai sélectionnés, je vais créer un nouveau groupe de vertex. D'accord. Donc on va ici donc, dans vertex, hein, d'accord. Et on a ici groupe de vertex. Je vais appuyer sur le petit plus pour créer un nouveau groupe. Et du coup, ce groupe-là, je vais le renommer point d'attache rideau. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Maintenant, je vais assigner les vertex que j'ai sélectionnés, très important, parce que voilà, c'est pas parce que vous l'avez renommé que ça va créer le groupe automatiquement. Il faut assigner les points que vous avez sélectionnés, d'accord? Donc là, on les assigne à ce groupe-là. Et maintenant, si je vais dans ma simulation de tissu, donc ici, on retourne donc dans le paramètre forme. Ici, j'ai le pin group. Donc pin, rappelez-vous, c'est comme si on met une punaise, entre guillemets, hein, c'est vraiment grossièrement expliqué, mais c'est comme si on fixait ce point, donc ce groupe de vertex, au niveau de la simulation, et du coup dire, bah, toi tu n'interagis pas avec la simulation, du coup tu restes fixe, et tout le reste par contre va être influencé. Donc là, je sélectionne mon point d'attache rideau,
ok. Donc rappelez-vous, un vertex sur 3, ok. Et maintenant, quand je joue la simulation, regardez ce qui se passe. Tout le reste va être soumis à la gravité, vous voyez, tout le reste, en fait. Donc ce plan-là, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Mais tout le reste va être soumis à la gravité, donc mon plan va tomber. Par contre, mon groupe ici va rester statique. Vous voyez, en fait, au départ, les pliures qu'on avait, là, vous voyez, en fait, c'est dénivelé. Voilà, c'est-à-dire que c'est les points d'attache que j'ai faits. Donc entre les points d'attache, ma matière est toujours souple, donc elle n'est pas fixe, donc elle va se courber par rapport à mon plan. Ok. Donc du coup, ça permet donc de faire un effet de rideau. Si après vous voulez prononcer donc, cet effet-là vraiment de courbure, il faut vraiment donc, désaxer donc, les points encore plus, hein, donc les espacer encore plus, et du coup, vous allez voir que donc, une partie du tissu va retomber en créant une espèce de boucle, voilà, une boucle de tissu qui va retomber, et du coup, les deux points qui sont un petit peu espacés vont être parfaitement fixes, en fait, d'accord. Mais par contre, le centre, qui n'est pas fixe, lui, va retomber, comme le tissu en fait qui est en train de tomber ici. Okay, donc là on simule, vous voyez. Là par exemple cette partie-là, qui n'a pas de point fixe, vous voyez comment elle s'est courbée. Hop, vous voyez, voilà. Donc du coup c'est grâce à ça qu'on va faire donc, des effets par exemple de serviettes qui sont accrochées sur un espèce de point, d'accord, donc un espèce de crochet, et du coup la serviette va tomber autour. Donc là ce qu'on va faire avec l'autre simulation, donc celle-ci, hein, d'accord, celle qui est à droite, on va fixer un seul point et du coup essayer de retranscrire, en fait, de refaire, de recréer cet effet de serviette qui tombe sur elle-même. D'accord. Et après, ça nous permettra d'aborder les collisions après. Ok. Donc là, sur ce deuxième plan, on va le subdiviser un peu plus, important, parce que j'ai envie de travailler avec un peu plus de face. Donc, hop, subdiviser, voilà. Et du coup, maintenant, on va créer donc un groupe de vertex. Hop. Donc là, on va sélectionner donc avec l'outil C, d'accord, pour l'outil. Donc là, on va tout désélectionner, on va appuyer sur C pour l'outil sélection, et on va sélectionner juste un tout petit groupe de vertex. Donc là, par exemple, au centre, hein, à peu près au centre, hein, vous mettez à peu près là. Hop, voilà, donc on sélectionne ce groupe-là, d'accord. Donc peu importe hein, l'intensité, même si votre rond n'est pas parfait, vous vous en foutez. Voilà, on essaie de juste faire quelque chose d'approximatif, comme ceci. Okay. Donc ce groupe-là, maintenant je vais créer donc, un nouveau groupe de vertex. Hop, donc là, j'en ai pas pour l'instant avec ce plan-là. J'appuie ici. Et là, je vais mettre crochet, salle de bain. Voilà. On va dire que voilà, c'est une serviette qui est dans une salle de bain, donc du coup qui est fixée au mur. Voilà. Donc encore une fois, je crée le groupe, j'assigne mes vertex que j'ai déjà sélectionnés, très important. Et je retourne sur mon panneau de simulation qui est ici. Et du coup, j'applique mon groupe ici dans Pin Group. D'accord. Donc là, crochet salle de bain. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la simulation et vous allez voir comment ça va se passer. C'est-à-dire que tout le groupe de vertex que j'ai créé ici va rester fixe. Par contre, tout le reste va être simulé comme tissu. Vous allez voir. Hop, voilà. Vous voyez? Donc là, ça permet donc de créer cet effet en fait donc de serviette en fait hein, qui est accroché donc à un crochet. Donc là, par contre, mon crochet est vraiment gros hein, parce que j'ai sélectionné vraiment beaucoup de vertex. Après, vous en sélectionnez un seul, même deux, trois, pour vraiment avoir cet effet de crochet et du coup de simuler cette chose, d'accord? Donc cette simulation-là, en fait, un objet. Maintenant, ce qu'on peut apercevoir, donc ici, quand je joue cette simulation, justement, c'est pour ça que je l'ai faite, c'est qu'on a un bug, en fait, de collision. Regardez. Ici, ma serviette donc, tombe, d'accord, donc elle est fixe au niveau de mes points d'attache. Par contre, elle va rentrer en collision avec elle-même, d'accord, à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de rebondir sur elle-même, elle va se traverser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déterminé dans la simulation que le tissu peut interagir avec lui-même. Ça aussi c'est très 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 important, puisque le tissu n'est pas invisible, il peut interagir avec lui-même, d'accord? C'est pas quelque chose qui est factice. Du coup, il entre en collision avec lui-même, soit il rebondit, soit donc il se pose, soit il est tellement lourd que du coup il va taper une fois puis il va rester statique. Voilà, donc tout ça il faut le déterminer. Donc ici, si on ferme donc, ce panneau de forme, hein, vu qu'on l'a déjà vu, on va ici dans collision. Donc ici maintenant on a d'autres paramètres qu'on peut voir qui sont donc la qualité de collision, donc combien de temps, encore une fois, combien d'étapes va prendre Blender pour calculer les collisions, d'accord. Donc c'est différent que la qualité du tissu, d'accord. Donc ça c'est la qualité de tissu, ça c'est la qualité de collision, ok. Donc là on va laisser à 2 pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Collision d'objet, est-ce que mon objet peut rentrer en collision avec d'autres objets ou pas, et quelles sont les collections d'interaction. Donc ça, très important. Donc les collections, en fait, quand vous créez un objet, vous voyez, on a ici donc la collection, c'est l'ensemble de la scène que vous avez créée. Supposons que mon tissu, il peut interagir uniquement avec, je ne sais pas, par exemple, le vent qui est dans la collection 2.
parce que voilà, c'est le vent que je veux avoir sur cette scène. Ça me permet de déterminer que mon tissu va interagir uniquement avec le vent de la scène, donc la collection 2. D'accord? Si vous ne déterminez pas ce point-là, si je mets par exemple, je sais pas, 3 vents différents dans ma scène, supposons que voilà, donc, je suis pas dans une ligne distincte, du coup, voilà, le vent est à tant de puissance, à tant de force, etc., avec tant de variété de mouvements, et que sur une autre scène, il est complètement différent, bah, mon tissu, lui, il va pas savoir, parce que du coup, je lui ai pas dit, en fait, avec quel vent interagir. Donc, du coup, il va interagir avec les deux. Il va pas savoir quoi faire. Alors que là, ça permet de déterminer avec quelle collection, donc avec quel groupe de forces et d'objets, il peut interagir. Pareil, supposons que je lance une balle sur mon tissu, la balle va traverser mon tissu, comme on l'a fait donc, lors de la précédente vidéo, en fait, hein, quand ma sphère interagissait avec mon plan. Là, si je détermine que voilà, cette collection-là n'interagit pas avec mon tissu, mais que l'autre qui est derrière, par contre, celle qui vient du dessus, par exemple, peut interagir avec mon tissu, il n'y aura que elle qui pourra interagir, d'accord? Alors que l'autre collection, donc l'autre groupe d'objets, ne pourra pas interagir avec mon tissu. Donc ça, très important, les collisions. Donc après, on a ici donc, la distance. Donc la distance, pareil, c'est la distance d'interaction. Donc ça, quand vous le calculez, par exemple, donc au niveau de la collision, là, ça permet de déterminer, par exemple, sur cette simulation-là, donc on va activer donc, la collision d'objets. Par contre, elle est grisée parce que je l'avais déjà précalculé, je crois. Alors attendez, hop, je vais juste augmenter, voilà, donc le bake. Là, pareil, on va effacer donc le bake. Voilà, donc là, supposons que je suis ici, hein, donc on va refermer donc, les panneaux. Hop, le cache, voilà. Donc j'active la collision d'objets. L'auto-collision, on va l'enlever pour l'instant, celle-ci aussi. Hop, là, elle n'est pas, non plus. Ok, c'est très bien. Donc là, supposons, donc ici dans la collision d'objets, j'augmente la distance. Donc là, je suis à une distance de 0.015, c'est-à-dire que mon objet va commencer à interagir avec les collisions environnantes, d'accord? Donc toutes les collisions qui sont présentes sur la scène, à une distance de 0.015, d'accord? Alors qu'il ne l'a pas touché, d'accord? Donc ça va être vraiment un seuil de limite pour l'interaction. Si j'augmente ce chiffre-là, donc à 0.001, c'est-à-dire que là, il va vraiment toucher l'objet à 1 mm quasiment, voilà ce qui se passe. Donc là, on va voir. Hop, tac. Voilà. Donc là, mon objet en fait va interagir à 0.01 mm, contrairement à l'autre qui est à 0.15. Okay, en revanche, si celui-ci, je l'augmente, donc là, on va mettre à 0.6, voilà, donc 60 cm. Et celui-ci, on le laisse à 0.1. Regardez ce qui se passe. Hop. Voilà, vous voyez. Donc mon tissu là, ici, donc, a commencé à interagir bien avant l'autre. Pourquoi? Vous voyez, donc ici, vous voyez, là, il commence à interagir, alors que celui-ci, non. Pourtant, ils sont à la même distance. Hein. Parce que là, j'ai calculé 60 cm de décalage entre mon moment, donc mon champ de collision, et mon tissu. D'accord? Si je le mets encore plus haut, donc là, on va vraiment mettre des valeurs accessibles, donc le max, c'est 1 mètre. D'accord? Donc là, si je joue ma simulation, c'est-à-dire que ma simulation va commencer 1 mètre avant. Donc là, normalement, elle commence, voilà, ici, c'est parfait. 1 mètre avant. Hop, et voilà. Vous voyez le décalage? Voilà, donc du coup, ça permet en fait donc, de simuler de façon différente avec des densités différentes. Supposons que la ma sphère, je veux pas que mon tissu épouse parfaitement la forme de ma sphère comme celui-ci fait. Je veux que voilà, ma simulation soit comme ça. Bah, du coup, je mets un champ de force, un champ de collision beaucoup plus grand, ce qui va permettre donc de créer une bille plus petite, d'accord? Donc un élément d'interaction beaucoup plus petit, mais du coup, ma simulation est un rendu complètement différent, puisque le champ de force va être à 1 mètre. C'est-à-dire que j'ai 1 mètre de décalage sur le rayon de ma sphère. Donc ma sphère fait 2 mètres par 2 mètres normalement. Hein. Voilà, c'est ça, 2 par 2. Ok. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, mon tissu va interagir avec une sphère qui fait 3 par 3 en réalité, puisque j'ai un décalage de 1 mètre. Ok. Une sphère de 2, un rayon de 1, donc de plus 1 par rapport à sa valeur initiale, donc du coup, elle est à 3. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la collision, en fait, hein, donc ici, la distance de collision. Donc là, on va remettre donc, des paramètres par défaut, 0.015, là, pareil, 0.015, et c'est bon. Alors, donc ensuite, on a ici donc, le tronquage de l'impulsion. Donc ça, pareil, en fait, c'est une valeur donc, qui va tronquer l'impulsion d'impact, ok, donc très important, et la collection de collision. Ok. Ensuite, on a ici donc l'auto-collision. Donc ça, pareil, donc on revient sur notre serviette, hein, qu'on avait ici. Hop, voilà, qui est là. Donc rappelez-vous, quand je joue l'animation, ma serviette va tomber, et là, à ce niveau-là, en fait, hein, au lieu donc d'interagir avec elle-même, de se toucher, puis de se repousser, elle va rentrer en collision avec elle-même, d'accord? Donc elle va se traverser. Voilà, à ce niveau-là, regardez, hop, elle se traverse, et du coup, elle se dépasse, d'accord? Donc elle dépasse ses propres limites, en fait, physiques. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est activer, donc au niveau de cette simulation-là,
l'autocollision, d'accord, pour qu'elle puisse interagir avec elle-même. Et ensuite, on a ici donc la friction, la distance pareil donc d'autocollision, d'accord, donc à quelle distance ça va se faire, et pareil l'impulsion, en fait, pour troquer l'impulsion de force, en fait, tout simplement. Et pareil, encore une fois, donc le groupe de vertex avec lequel interagir. Hop, donc là, on va rejouer la simulation avec l'autocollision maintenant qui est activée. Donc vous allez voir que la simulation est beaucoup plus lente, hein, forcément, puisqu'il y a beaucoup plus de choses à calculer. Là, paf, elle se touche. Vous voyez qu'elle ne se traverse pas, elle se repousse. Vous voyez, chacune de son côté. Hop. Vous voyez la différence? Donc là, on va essayer d'augmenter juste un peu donc là, hop, la qualité de notre tissu. Donc je reviens en arrière. Hein. Donc là, on a ici donc, le moment d'impact. Au lieu d'entrer en collision, donc, se traverser, non, elle va se toucher et se repousser. Voilà, pour chacune des parties. D'accord, donc l'autocollision très importante. La friction, ça va déterminer en fait donc la friction en fait de l'objet tout simplement quoi. Donc là si par exemple vous mettez des valeurs à 0, il n'y aura aucune friction. Donc c'est-à-dire que mon drap normalement, enfin mon tissu sera très souple et il n'y aura pas cet effet de friction, donc il sera beaucoup moins arrêté par le mouvement, d'accord? Il n'y aura pas cette densité de friction qui va stopper le mouvement. Vous voyez que comme le mouvement est beaucoup plus fluide, là il est beaucoup plus étendu, donc du coup mon tissu n'a aucune friction, donc il va rentrer en collision avec lui-même, et va se repousser, un peu comme de la soie. La soie, il n'y a pas, quasiment pas de friction, c'est très doux, donc du coup il n'y a pas de friction. Les deux tissus vont se toucher et vont se repousser, vraiment de façon très, très simple. Alors qu'en revanche, si la friction est très importante, ils vont avoir tendance à s'accrocher l'un l'autre, puis ensuite se repousser. Donc là, la friction va passer à la valeur max. Je crois que c'est 100. Non, c'est 80. Hop, voilà. Donc la friction à 80, vous allez voir. Hop. Alors désolé, hein, du coup c'est très long un peu avec l'autocollision, mais voilà, c'est une étape essentielle. Vous voyez, donc là, le temps que ça se met à se repousser, contrairement à l'autre, vous voyez, donc il y a une espèce d'adhérence entre eux, vous voyez, et ensuite ils vont avoir donc, une friction qui va donc, se séparer grâce à la force donc, de chute, hein, mais au départ ils sont quand même assez liés, d'accord, donc la friction c'est ça. Et après, donc, on a une distance d'impact, donc la distance d'autocollision. Supposons qu'on augmente donc, à la valeur max, je crois que c'est 1 cm. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, mes deux objets vont interagir l'un avec l'autre 1 cm avant leur réel point d'impact. D'accord? Tout comme la collision de tout à l'heure. Donc là, on joue la simulation. Hop. Ah, donc là, c'est vraiment trop parce que du coup, j'ai un point de pin qui va interagir avec lui-même. Donc là, c'est pas mouillé en fait. Donc là, la distance est trop grande, on va mettre à 0.05. Voilà, juste pour montrer, voir si ça marche un peu mieux. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Ah, donc là, j'ai 50 mm en fait, hein, d'interaction. Je ne sais pas si on le verra beaucoup. Mais voilà, donc là, hop, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer. Tac. Alors, donc là, ici, on a donc le point d'impact. Vous voyez? Donc là, normalement, mes tissus ne se touchent pas. Vous voyez? Donc là, ils ne se touchent pas. Et pourtant là il se repousse, vous voyez. Donc il n'y a aucun point d'impact avec mon tissu. Vous voyez que donc là on a du creux, du vide. Pourquoi? Parce qu'en fait donc j'ai mis une distance. C'est-à-dire que donc, non seulement je vais simuler que mes deux tissus se touchent, mais vu qu'ils ne se touchent pas réellement, j'aurai pas de souci d'autocollision, puisque là donc, je pourrais baisser donc, les étapes d'autocollision, parce que du coup ils vont se repousser avant qu'ils vraiment ils interagissent l'un avec l'autre. D'accord? Donc très important, la distance, pareil, il faut jouer avec. Okay, si par exemple là c'est une serviette qu'on ne voit pas parce qu'elle va être contre le mur, peu importe si elle rentre en collision avec elle ou pas, puisque c'est une partie qu'on ne verra pas. D'accord? Même si elle rentre dans le mur, on s'en fout, on ne la voit pas. D'accord? Donc là, très important de jouer avec ces paramètres-là pour voir, donc pour déterminer ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. En revanche, l'autocollision ici est très importante. D'accord? Voilà. Et ensuite, donc ici, on a un groupe de vertex. Donc pareil, encore une fois, on peut déterminer donc, un groupe de vertex qui va rentrer en autocollision avec lui-même ou pas. Donc là, supposons que par exemple sur mon tissu, donc je reviens en arrière, toute cette partie-là, donc la partie droite par exemple, je ne veux pas qu'elle interagisse avec la partie gauche. Je vais déterminer donc un groupe de vertex uniquement pour la partie droite, d'accord, donc la partie par exemple visible de ma serviette. Et du coup, quand la simulation va se jouer, il y a uniquement cette partie-là qui va prendre en compte l'autocollision. En revanche, l'autre partie qui n'est pas sélectionnée dans mon groupe de vertex, donc mon groupe comme on a fait tout à l'heure, ne va pas rentrer en collision, donc du coup, on ne la verra pas. Ok? Tout simplement. Donc ça, c'était pour les collisions, en fait, hein, voilà, donc petite nuance de collision, donc très important, et pas mal de paramètres à voir. Ensuite, on a ici donc le poids de propriété. Donc ça, pareil, c'est encore avec des groupes de vertex, ce qui permet donc de déterminer tous les paramètres qu'on a vus ici, donc au niveau des propriétés physiques, sur des points, en fait, donc des groupes de vertex. Donc là, je m'explique. On va recréer un plan
ici, hop, donc on va scale à 50, voilà, peu importe, hein. On va le décaler sur la droite, hop, enfin sur la gauche, tac, on va le subdiviser, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, voilà, donc 6 fois, donc c'est énorme, ok. Là, je vais me recentrer au niveau de ma vue sur mon plan, donc mon nouveau plan. Donc là, je le ferai très grand, c'est volontaire, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà, donc là, je vais me placer à peu près comme ça, voilà, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je le mets en bleu, pour qu'on puisse le voir correctement, hein. Voilà, donc bleu pour le tissu. Et du coup, donc là, on va créer donc, plusieurs groupes de vertex. Donc à savoir que si je regarde dans mon modificateur, hein, donc ici on va l'appliquer, modificateur tissu, le force, hop. On a ici donc structural groupe, d'accord, donc le groupe structurel de mon tissu, d'accord, donc qu'est-ce qui va structurer mon tissu, qu'est-ce qui va donc déterminer sa forme, ok, très important. Le shear group. Après, on a le bending group et le shrinking group. Donc, le shear group, c'est donc le groupe en fait qui va être plié en fait, hein, qui va être pliable en fait. Hein, le shear, c'est vraiment voilà donc qui va déterminer en fait la pliure en fait du tissu. Le bending, ça va être donc la courbure, d'accord. Donc le groupe qui va déterminer la courbure. Et le shrinking, rappelez-vous, c'est le, je sais plus le terme déjà. Et le shrinking, rappelez-vous, c'est la contraction, d'accord. Donc quel est le groupe qui va déterminer la contraction de mon tissu? Supposons que maintenant je vais créer donc 4 groupes distincts pour qu'on puisse voir ces paramètres-là. Donc là j'appuie sur Tab, on appuie sur A pour tout désélectionner, on passe en mode groupe de vertex, et là je vais en créer 4. Donc celui-ci je vais l'appeler Shrink. Voilà. Celui-ci je vais l'appeler Bend, donc Bending Group. Ok. Ensuite, donc l'autre, je ne me rappelle plus, c'était le shear et le structural. Voilà. Donc hop, donc là on va mettre shear, hop, et le struct. Struct pour structure, hein, voilà, on fait des petits raccourcis. Donc on va commencer par le shrink. Donc le shrink, c'est celui qui, rappelez-vous, va contracter en fait mon tissu. Donc du coup, moi je veux que ça soit le centre qui va contracter mon tissu. Voilà, donc je sélectionne grossièrement une partie de mon mesh, voilà, comme ceci. Et je l'assigne. Le bend, c'est celui qui va se plier. Donc là, on va mettre par exemple cette zone-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc les 4 zones de bend. On assigne. Le shear, pareil. Donc là, hop, on désélectionne. On va mettre le shear, on peut mettre quoi? On peut mettre par exemple cette partie-là. Hop. Cette partie-là. Celle-ci. Ah, je fais vraiment les choses grossièrement, hein. Normalement il faut beaucoup plus de temps que ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Shear et le struct, donc ça va être vraiment tout le contour en fait, de ma serviette, en fait, par exemple, qui va avoir donc des bords beaucoup plus solides, et du coup ça va être donc le contour. Hop, ce panneau me saoule. Voilà, donc on prend tout le contour en fait, hein, de mon tissu, comme ceci, donc on laisse appuyer sur CTRL, hein, et on assigne, voilà. Donc c'est à dire que maintenant mon groupe de struct, ça va être donc ici, ok. Mon shear, ça va être donc mes points qu'on a déterminés là. Le bend, ça va être donc le point donc, de pliure, donc mes 4 points, ok. Et le shrink, le point central. Maintenant, si je passe donc, dans ma simulation, ici, on va pouvoir donc, appliquer tous ces groupes-là. Donc le structural, on va mettre le struct, ok. Et on va voir comment ça agit. Donc là, si je joue ma simulation, on voit que donc, la structure de mon objet, là par contre, il est vraiment trop grand, quoi. Ah, donc là, par contre, ouais, il est beaucoup trop grand, on va le réduire beaucoup même. On va mettre à 0.2, voilà, comme ça sera plus parlant. Excusez-moi, du coup, je suis parti sur une taille beaucoup trop grande. Ce qui augmente grandement la masse et du coup, ce qui ralentit la simulation. Donc là, je zoome dessus, hop, voilà. Donc Alt A, voilà. Donc là, on a la structure, d'accord. Donc la structure, supposons que maintenant je mette un objet de collision. Donc là, on va mettre ici, donc objet, aimanter mon curseur à la sélection. Hop, je désélectionne tout. On va mettre donc une. On peut mettre un cylindre, tiens, pour changer. Je lui attribue donc la couleur rouge pour dire que c'est une collision. Hop, je le mets en bas. J'assigne mon modificateur de collision. Voilà, et du coup, normalement, il va rentrer en interaction avec lui ici. Tac, voilà, c'est parfait. Ok, donc voilà. Donc là, par exemple, j'ai déterminé que donc, la structure, c'était donc les coins de mon tissu. Ok. Maintenant, je vais pouvoir jouer donc ici avec les paramètres donc, de tension, de compression, pour lui dire que voilà, donc, ma structure, je veux qu'elle soit vraiment très raide.
Par exemple, là, je vais mettre à 1000. Ici, pareil. Hop. Et du coup, quand je joue la simulation, vous allez voir. Hop. Vous voyez que les bords donc, restent vraiment structurés par rapport à la simulation. Et du coup, mettre plus de temps à tomber. D'accord? Donc, ce groupe-là va être la structure de mon tissu. Alors, donc là, on va ensuite donc, le shear. Donc là, si je mets donc, la valeur maximale, par exemple, donc 10 000, on va regarder. Rappelez-vous, les shears, c'est les 4 points que j'avais mis sur le côté. Hein. Donc là, hop, voilà. Donc on commence à les voir ici. Donc les 4 points que j'ai déterminés, on va passer en vue dessus. Ils sont là, vous voyez, là, là, là et là. Donc du coup, ça va déterminer où le drap va se plier ou pas. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a bien mes 4 points que j'ai déterminés au départ. Donc ça, c'est le shear. Ensuite, on a donc le bending group. Donc la bend. Donc le bend, rappelez-vous, c'est donc les points hein, que j'avais mis. Là, c'est pas très probant parce que normalement le bend en fait c'est une surface beaucoup plus grande. Là, j'ai mis vraiment des surfaces très petites. Donc ça va être vraiment tous les coins qui sont là. D'accord? Donc les rectangles qu'on a créés tout à l'heure. Donc là, on va regarder comment ça agit sur le monde. Donc là, pour l'instant, on a juste le bend à 0.5. D'accord? Donc là, c'est la simulation normale. Maintenant, si on met donc la simulation au max, hop, voilà ce que ça fait. Vous voyez? Donc le bend en fait donc, au départ va se faire à 1000, hein, d'accord? Et du coup, on va déterminer donc les zones que j'ai sélectionnées, rappelez-vous, hein, donc les 4 cercles dans les coins, ok? Et du coup, ça va les bend dès le départ. Donc là, c'est le cas, à l'occurrence, hein, si je mets des valeurs très hautes, ça va faire quelque chose d'absolument immonde. Et voilà, vous voyez l'effet que ça fait? Voilà, donc là, ça permet vraiment de déterminer donc, les 4 groupes que j'ai assignés à mon bend, mon groupe bend, vont avoir donc ici un bend de 1000, en fait, et du coup, vont se jouer de cette façon-là. Hop, voilà. Okay. Donc ils vont être très pliables en fait au départ, dès le départ de la simulation, et du coup voilà, donc après ils vont se rétracter sur eux-mêmes, ça c'est normal, c'est par rapport à la simulation. Ok. Et ensuite on a le shrinking, donc pareil le groupe donc, de shrink, ok, donc que j'ai déterminé au centre il me semble. Hein. Voilà, donc là pour l'instant tout est normal, les valeurs sont à 0, forcément j'ai pas de shrink, alors que si j'augmente la contraction max à 1, hop, vous voyez il va se contracter par rapport à ce point central. Donc le point central que j'ai déterminé, rappelez-vous, c'est le shrink. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir une force de compression tellement grande, enfin de contraction, pardon, tellement grande que du coup, bah voilà, mon tissu, dès le départ de l'animation, il va se contracter sur lui-même à ce point central. Alors que du coup, j'aurais pu mettre des points un petit peu partout et du coup, voilà, donc le contracter un peu partout, mais là, c'est pas le cas. Alors que si je baisse un petit peu donc, ces valeurs-là, on met des valeurs un peu plus basses, hop, il va se contracter au centre, vous voyez, avant de toucher mon objet, et là, il va rentrer en collision avec. Ok? Donc voilà, donc ça c'est très important, donc les groupes d'influence en fait sur la simulation, ça permet de donner des valeurs bien précises et des zones bien déterminées à la simulation. Ok? Donc ça c'était pour les poids de propriété. Maintenant on va passer au poids de champ. Donc là c'est toutes les valeurs qui ont en fait donc une influence sur mon monde. Donc là on a ici donc la gravité. Supposons que je vais mettre la gravité à 0, c'est-à-dire que cette simulation là ne sera plus sujette à la gravité. Alt A, elle ne tombe pas. Je repasse à 100%, elle tombe. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est pour désactiver ou activer des forces. Supposons que j'ai mis des forces, et donc là j'ai un tissu A et un tissu B, et du coup donc la force que j'ai mis, je veux qu'elle influence uniquement sur le tissu B. Soit je passe par donc, la collection de groupes, d'accord? Donc ici, rappelez-vous, la collection, ou sinon, je le détermine ici. Donc cette simulation-là va être soumise à la force, non. Au vertex, non. Au magnétique non plus, l'harmonique non plus. Voilà, je veux qu'elle soit sujette à aucune force en fait. Donc du coup, je mets tout, et du coup voilà, donc là elle sera sujette à rien. En revanche, si je veux uniquement qu'elle soit sujette au vent et pas aux autres forces que j'ai dans le monde, j'active juste le vent et du coup elle sera sujette uniquement au vent. D'accord? Donc là on a vraiment toutes les forces en fait, qui sont disponibles sur Blender, donc ça pareil on les abordera une par une ensemble. Mais du coup voilà, donc c'est ici que vous allez pouvoir les déterminer au niveau de la simulation avec quelle force mon tissu va interagir ou pas. Ok? Voilà, donc du coup ça en était tout pour le modificateur tissu, donc j'espère que ça vous a plu. On a appris donc une chose essentielle, donc à savoir donc, les points de couture, les forces, comment marcher donc les collisions et l'autocollision, les pins de groupe, d'accord, donc comment fixer des groupes dans la simulation, comment fixer des points pardon, dans la simulation, et ensuite comment agir sur les différents champs de force et comment créer des groupes différents pour donner des simulations un peu plus personnalisées. Voilà. Donc n'hésitez pas donc, à laisser des commentaires donc, en description, à me donner votre avis, donc un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve donc juste après pour donc, les 3 exercices qu'on va faire ensemble pour mettre en pratique ce qu'on a appris, d'accord? Donc du coup on va se donner un objectif, par exemple donc, de créer une serviette comme on vient de faire, mais une serviette de façon réaliste, et du coup on va la créer ensemble et voir les étapes pour la créer ensemble.
Donc on va faire 3 objets ensemble comme ça vous permettra d'avoir de la pratique avec le simulateur tissu. Ok, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao ciao.